La psychologie de la richesse selon Morgan Housel. Introduction. L'argent, une affaire de psychologie, pas d'intelligence. Quand on pense à la richesse, on imagine souvent des calculs compliqués, des équations financières, des modèles économiques sophistiqués. On suppose que seuls les experts, les diplômés des grandes écoles de commerce ou les génies de la Silicon Valley savent comment bâtir une fortune. Pourtant, l'histoire prouve exactement le contraire. Devenir riche n'a pas grand-chose à voir avec la complexité des chiffres. Cela a tout à voir avec notre comportement, nos habitudes, notre relation émotionnelle à l'argent. Laissez-moi vous raconter deux histoires vraies qui résument à elles seules toute la philosophie de ce livre. Deux hommes, deux destins. Le premier, c'est un cadre supérieur du secteur technologique. Un génie. Un homme brillant, créatif, capable d'inventer une partie de la technologie du Wi-Fi. Son talent lui a rapporté des millions grâce à plusieurs entreprises. Mais son rapport à l'argent était puéril. Il se promenait avec une liasse de billets de $100, si épaisse qu'elle ne rentrait même pas dans une poche normale. Il la montrait à tout le monde, se vantait constamment de sa richesse. Un jour, il a remis plusieurs milliers de dollars en espèces à un collègue et lui a dit « Va m'acheter des pièces d'or de $1000 à la bijouterie ». Quand les pièces sont arrivées, il a emmené ses amis sur un quai, et comme des enfants qui jettent des galets dans l'eau, ils se sont amusés à lancer ces pièces dans l'océan Pacifique, les faisant rebondir à la surface. Aujourd'hui, cet homme est ruiné. Complètement ruiné. Le deuxième, c'est Ronald Read. Concierge toute sa vie. Salaire minimum. Rien d'impressionnant, aucun diplôme prestigieux, aucune invention révolutionnaire. Il réparait des clôtures, il faisait le ménage, il vivait modestement. Mais il avait une habitude, il mettait de côté une petite partie de ce qu'il gagnait. Patience après patience, il investissait dans des actions ordinaires, sans jamais se vanter. À sa mort, Ronald Read laissa une fortune de 8 millions de dollars. Un génie ruiné. Un concierge multimillionnaire. Qu'est-ce que cela nous apprend? Que la différence n'était pas dans l'intelligence. Elle était dans le comportement. Pourquoi ce livre? Si vous avez déjà ressenti que vous n'êtes pas assez bon en maths pour être riche, si vous avez cru qu'il fallait avoir un MBA ou être un expert de la finance pour espérer bâtir une fortune, laissez-moi vous dire une chose, vous vous trompez. Ce livre n'est pas un manuel de bourse. Ce n'est pas une collection de stratégies d'investissement sophistiquées. Il ne va pas vous donner de formule magique. Parce que la vérité, c'est que les stratégies ne suffisent pas. La clé, c'est la psychologie de l'argent. Comment vous réagissez face à la peur, à l'avidité, aux tentations, aux comparaisons sociales? Comment vous résistez à l'envie d'impressionner, à l'impatience, à la panique quand les marchés chutent? En fait, la finance est l'un des rares domaines où une personne sans formation académique peut surpasser des diplômés d'Harvard, simplement en gérant mieux ses émotions et ses habitudes. Le paradoxe de la richesse. Réfléchissez Y. Vous ne verrez jamais un décrocheur scolaire opérer à cœur ouvert mieux qu'un chirurgien formé. Vous ne verrez jamais quelqu'un sans diplôme construire une fusée plus performante que les ingénieurs de la NASA. Mais dans le domaine de l'argent, cela arrive tous les jours. Parce que l'argent n'obéit pas uniquement à la logique mathématique. Il obéit aux règles invisibles de la psychologie humaine. C'est pourquoi des gens qui gagnent des fortunes peuvent tout perdre, et pourquoi d'autres, avec de petits salaires, deviennent financièrement libres. Ce que vous allez apprendre ici. Ce livre repose sur 21 leçons. Elles ne sont pas basées sur des théories abstraites, mais sur des histoires vraies, des observations historiques, des expériences personnelles et des principes intemporels. Chaque leçon est une fenêtre différente sur le même sujet. Comment le comportement, plus que l'intelligence, détermine votre destin financier. Vous découvrirez. Pourquoi personne ne se soucie de votre Ferrari, mais tout le monde s'imagine à votre place au volant. Pourquoi les investisseurs les plus brillants se trompent la plupart du temps, et comment cela n'a aucune importance. Comment la magie du temps peut transformer quelques économies ordinaires en millions. Pourquoi vos décisions financières folles ont du sens dans votre contexte, mais pas dans celui des autres. Comment la cupidité détruit même les fortunes les plus solides. Pourquoi la chance et la malchance jouent un rôle énorme, et comment s'y préparer. Pourquoi protéger ce que vous avez est parfois plus important que chercher à en gagner davantage. Comment redéfinir la richesse, non pas comme ce que vous montrez, mais comme ce que vous cachez. Et surtout, comment utiliser l'argent pour acheter ce qu'il y a de plus précieux, votre liberté.
Un livre différent des autres. Ce n'est pas un livre qui vous donnera des instructions comme acheter telle action ou voici la meilleure stratégie immobilière. Non. Parce que si c'était la clé, tout le monde serait déjà riche. Ce que vous trouverez ici, ce sont des principes intemporels, applicables que vous viviez en 1950 ou en 2050. Des règles de comportement, des garde-fous psychologiques, des histoires qui resteront vraies tant que les êtres humains resteront humains. Comment lire ce livre? Chaque chapitre est indépendant. Vous pouvez lire de la première à la dernière page, ouvrir au hasard et trouver une idée qui vous parlera. Mais je vous encourage à lire avec un carnet. Prenez des notes. Soulignez. Posez-vous des questions. Chaque leçon est une invitation à réfléchir à vos propres comportements, à vos propres erreurs, à vos propres rêves financiers. Chapitre 1. Le comportement prime sur l'intelligence. Le mythe de l'intelligence financière. Lorsque l'on pense à réussite financière, on imagine immédiatement des cerveaux brillants. Des mathématiciens capables de modéliser les marchés financiers, des ingénieurs de Wall Street développant des algorithmes sophistiqués, des investisseurs à la Warren Buffett lisant des bilans comptables comme s'il s'agissait de romans captivants. Mais la réalité est plus surprenante. Si l'intelligence pure suffisait, tous les diplômés des meilleures écoles seraient riches. Or, beaucoup d'entre eux vivent endettés, pris au piège d'un train de vie qu'ils ne maîtrisent pas. À l'inverse, des personnes ordinaires, parfois sans diplôme, accumulent silencieusement une fortune, uniquement grâce à des habitudes simples et à une maîtrise émotionnelle. La clé n'est donc pas dans le QI. Elle est dans le QI émotionnel appliqué à l'argent. L'histoire du génie ruiné. Revenons à l'anecdote du cadre technologique brillant. Il avait contribué à inventer une partie du Wi-Fi. Ce n'est pas une petite prouesse. Sans lui, nos vies connectées n'existeraient peut-être pas sous cette forme. Son génie technique était indiscutable. Mais son rapport à l'argent ressemblait à celui d'un adolescent capricieux. Montrer sa liasse de billets, dépenser sans réfléchir, jeter des pièces d'or dans l'océan pour s'amuser. Tout indiquait qu'il considérait l'argent comme un jouet, non comme une ressource. Ce qui est fascinant ici, ce n'est pas seulement qu'il ait tout perdu. C'est qu'il avait toutes les compétences intellectuelles pour réussir. Mais il lui manquait une chose, la discipline comportementale. Un cerveau capable d'inventer une technologie mondiale, incapable de préserver une fortune personnelle. L'histoire du concierge millionnaire. À l'opposé, Ronald Read. Un homme invisible aux yeux de la société. Concierge, réparateur, travaillant au salaire minimum. Personne n'aurait parié $1 sur son avenir financier. Et pourtant, il avait compris une chose essentielle. La richesse n'est pas une question de spectacle, mais une question de constance. Il épargnait. Un peu, mais régulièrement. Il investissait dans des entreprises ordinaires, qu'il conservait des années. Pas de paris risqués, pas d'effet de levier, pas de frime. Juste la répétition ennuyeuse d'habitudes saines. Résultat, à sa mort, il possédait plus de 8 millions de dollars. Leçon, la psychologie, les compétences. Ces deux destins illustrent une vérité que peu de gens acceptent. Index revers pointant vers la droite blanc dans la gestion de l'argent, le comportement compte plus que l'intelligence. Et le génie du Wi-Fi avait un cerveau hors du commun, mais un comportement désastreux. Ronald Read avait une intelligence ordinaire, mais un comportement exemplaire. Le gagnant? Le concierge. Pourquoi le comportement est décisif? L'argent est intimement lié aux émotions. Chaque décision financière est teintée de peur, et si je perds tout? Avidité, et si je pouvais gagner plus vite? Et comparaison, regarde la voiture de mon voisin, il faut que je fasse pareil. Impatience, je veux des résultats tout de suite. Même les plus grands cerveaux ne sont pas immunisés contre ces biais. En fait, plus on est intelligent, plus on est capable de se convaincre avec des arguments sophistiqués pour justifier de mauvaises décisions. Un investisseur moyen avec de bonnes habitudes gagnera plus qu'un génie incapable de se contrôler. Exemple, Warren Buffett. Buffett le dit lui-même, son talent n'est pas d'être plus intelligent que les autres, mais d'être plus patient et plus constant. Il a gagné la majeure partie de sa fortune après ses 65 ans, uniquement grâce à la discipline du temps et de la régularité. Ce n'était pas une question de trouver l'action magique, mais de rester cohérent là où d'autres auraient abandonné. Les erreurs des intelligents.
Pourquoi voit-on tant de personnes brillantes échouer financièrement? 1. Complexité inutile. Elles cherchent toujours l'optimisation parfaite, mais s'épuisent dans des stratégies ingérables. 2. Arrogance. Elles pensent pouvoir battre le marché, alors qu'elles n'ont pas plus de contrôle que les autres. 3. Absence de limite. Elles confondent compétences professionnelles et maîtrise émotionnelle. 4. Train de vie. Plus elles gagnent, plus elles dépensent pour montrer leur réussite. Le résultat est prévisible. Dette, stress, instabilité. Les forces des ordinaires. Les personnes comme Ronald Reid, au contraire, réussissent parce qu'elles. Eux ne cherchent pas à impressionner. Eux vivent en dessous de leurs moyens. Eux automatisent l'épargne et l'investissement. Eux ont des attentes modestes et réalistes. Eux restent fidèles à leurs habitudes, année après année. Pas de génie. Juste de la cohérence. Exercice pratique. Index revers pointant vers la droite blanc, posez-vous cette question. Est-ce que mon problème financier vient d'un manque de connaissances ou d'un manque de discipline? Dans 90% des cas, ce n'est pas un manque de savoir. Vous savez déjà qu'il faut dépenser moins que ce que vous gagnez. Vous savez déjà qu'il faut éviter les dettes inutiles. Vous savez déjà que les intérêts composés exigent de commencer tôt. Le vrai défi, c'est de faire ce que vous savez déjà. 3 habitudes pour inverser la tendance. 1. Automatiser. Mettez en place un virement automatique chaque mois vers un compte d'épargne ou un fonds d'investissement. Si c'est automatique, vous ne pouvez pas céder à la tentation de tout dépenser. 2. Simplifier. N'essayez pas de battre les marchés. Prenez un ETF large, indice boursier diversifié, et laissez le temps travailler. 3. Freinez vos impulsions. Appliquez la règle des 72 heures. Si une dépense au-dessus de 50 € vous tente, attendez 3 jours. Dans la plupart des cas, l'envie disparaît. Le véritable avantage compétitif. Dans un monde obsédé par l'intelligence, votre plus grand avantage compétitif sera votre comportement. Tout le monde peut copier une stratégie. Tout le monde peut lire les mêmes livres. Tout le monde peut ouvrir les mêmes comptes d'investissement. Mais peu de gens peuvent. Résister à la tentation de dépenser pour impressionner. Accepter l'ennui de la constance. Rester calme pendant une chute de 30% en bourse. Ce n'est pas le QI qui fait la différence. C'est la psychologie. Conclusion du chapitre. Le concierge et le génie du Wi-Fi n'étaient pas si différents sur le papier. 2 hommes, 2 vies. Mais leurs comportements les ont placés aux extrêmes. Le message est simple. Vous n'avez pas besoin d'être un génie pour devenir riche. Vous devez apprendre à maîtriser vos comportements. La première pierre de la richesse, ce n'est pas une équation. C'est une habitude. Chapitre 2. L'illusion de la Ferrari. L'histoire qu'on se raconte. Imaginez la scène. Vous êtes dans la rue, et une Ferrari rouge flamboyante passe devant vous. Instinctivement, vous vous retournez, vos yeux s'écarquillent, et une pensée traverse votre esprit. Waouh, cette voiture est incroyable. La plupart d'entre nous supposent alors que nous admirons le conducteur. Mais la vérité est plus subtile, nous n'admirons pas lui. Nous nous projetons simplement nous-mêmes au volant. Nous pensons, si j'avais cette voiture, les gens me trouveraient cool. Mais soyons honnêtes, est-ce que vous vous souvenez du visage du conducteur de la dernière Ferrari que vous avez vue? Probablement pas. Vous vous souvenez de la voiture, pas de la personne. C'est ça, l'illusion de la Ferrari. Personne ne vous regarde autant que vous le croyez. Le type au volant pense que tout le monde le remarque, qu'il attire l'attention et l'admiration. En réalité, il est invisible. Les gens regardent la voiture, pas lui. Ils s'imaginent eux-mêmes à sa place, pas lui en train de réussir. Ce phénomène ne se limite pas aux voitures. Il touche aussi. Et les montres de luxe. Et les vêtements de grande marque. Et les maisons gigantesques. Et les vacances extravagantes affichées sur Instagram. Nous croyons acheter du respect et de la reconnaissance. Mais ce que nous obtenons réellement, c'est l'envie silencieuse des autres, ou pire, leur indifférence. Le piège de l'ostentation. Pourquoi dépensons-nous des fortunes pour impressionner des inconnus qui ne pensent même pas à nous? Parce que nous confondons statut social et estime personnelle. Nous imaginons que posséder des symboles extérieurs de richesse nous apportera plus de respect, plus d'amis, plus d'opportunités, plus d'amour.
Mais dans la pratique, cela fonctionne rarement ainsi. La vérité, c'est que les gens jugent souvent négativement les dépenses ostentatoires. Une belle maison ou une belle voiture peuvent impressionner au premier regard, mais elles font aussi penser à beaucoup de dettes, à un besoin de validation, à une fragilité cachée. Exemple, la maison trop grande. Un couple américain, gagnant très bien sa vie, a décidé d'acheter une maison gigantesque. Leur rêve, être admiré, se sentir accompli, montrer qu'il avait réussi. Mais rapidement, les frais se sont accumulés. Taxes foncières astronomiques. Entretien coûteux. Décoration sans fin. Pression sociale. On ne peut pas avoir une maison comme ça et rouler dans une vieille voiture, il faut acheter une nouvelle Mercedes. Résultat, au lieu d'un sentiment de liberté, la maison est devenue une prison dorée. Le vrai respect. Le respect ne s'achète pas avec une Ferrari. Il se gagne par. Et la façon dont vous traitez les autres. Et votre authenticité. Et votre constance dans vos engagements. Et votre contribution réelle. Un voisin discret, serviable et intègre inspirera plus de respect qu'un voisin qui se pavane avec une nouvelle voiture de luxe tous les 2 ans. Psychologie de l'ego. Pourquoi tombons-nous dans ce piège? Parce que notre cerveau est programmé pour rechercher la reconnaissance. Dans les sociétés tribales, être admiré équivalait à être protégé, nourri, soutenu par le groupe. Ne pas l'être pouvait signifier l'exclusion, donc la mort. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de prouver notre statut par des plumes colorées ou des colliers de coquillages. Mais nous le faisons avec des montres suisses, des sacs de luxe, des photos Instagram dans des lieux exotiques. Le problème, ce jeu ne s'arrête jamais. Il y aura toujours quelqu'un avec une plus grande maison, une voiture plus chère, un yacht plus grand. C'est une course infinie, qu'on ne peut pas gagner. L'argent et la liberté. Chaque euro dépensé pour impressionner les autres est un euro qui ne travaille pas pour votre liberté. Une voiture de 60 000 € peut vous faire paraître prospère. Mais 60 000 € investis pendant 20 ans peuvent vous rendre réellement libre. La différence est immense. Et l'un vous donne 15 secondes d'attention. Et l'autre vous donne 15 ans de tranquillité. Exercice pratique. Index revers pointant vers la droite blanc. La prochaine fois que vous êtes tenté d'acheter quelque chose de cher, posez-vous 2 questions simples. 1. Est-ce que j'achète cela pour moi, ou pour l'image que je veux donner aux autres? 2. Cet achat augmente-t-il ma liberté, ou la diminue-t-il? Si la réponse est pour impressionner et ça diminue ma liberté, alors ce n'est pas un achat, c'est une chaîne dorée. Le paradoxe des riches authentiques. Les personnes réellement riches ne ressentent pas le besoin de le prouver. Warren Buffett vit toujours dans la maison qu'il a achetée dans les années 1950. Mark Zuckerberg est souvent vu en t-shirt simple. Ronald Reed, le concierge multimillionnaire, portait des vêtements usés. Pourquoi? Parce que la vraie richesse est intérieure. Elle se mesure en tranquillité, en indépendance, en contrôle de son temps. Conclusion du chapitre. La Ferrari, la Rolex, la villa, ne sont pas mauvaises en soi. Mais si elles sont achetées pour impressionner les autres, elles deviennent des pièges. Index revers pointant vers la droite blanc. Personne ne se soucie autant de vos possessions que vous ne le croyez. Index revers pointant vers la droite blanc. Les gens ne vous admirent pas. Ils s'imaginent juste à votre place. Index revers pointant vers la droite blanc. Le vrai pouvoir, c'est d'utiliser votre argent pour vous libérer, pas pour jouer une pièce de théâtre. Alors la prochaine fois que vous croiserez une Ferrari, souvenez-vous, ce n'est pas la voiture que vous admirez, ni son propriétaire. C'est l'illusion. Chapitre 3. La loi des rares gagnants. Une idée contre-intuitive. Nous avons grandi avec l'idée que pour être un bon investisseur, il fallait avoir raison le plus souvent possible. Comme à l'école, plus vos bonnes réponses sont nombreuses, plus votre note est élevée. Mais la finance et les affaires ne fonctionnent pas comme l'école. Ici, vous pouvez vous tromper 98% du temps, et quand même finir milliardaire. C'est la loi des rares gagnants. L'exemple de Warren Buffett. Warren Buffett est considéré comme le plus grand investisseur de tous les temps. Son empire, Berkshire Hathaway, vaut des centaines de milliards. Pourtant, regardez les chiffres. Au cours de sa vie, Buffett a acheté 4 cents à 500 actions différentes. Et la quasi-totalité n'ont pas donné de résultats exceptionnels. Mais seulement 10 investissements ont généré l'essentiel de sa fortune. Cela veut dire que plus de 98% de ses choix étaient médiocres ou mauvais. Et pourtant,
il est devenu l'investisseur le plus respecté au monde. Pourquoi? Parce que les rares gagnants suffisent à compenser tous les perdants. Amazon et les centaines d'échecs. Regardons Amazon. Aujourd'hui, c'est un géant de la tech, mais son histoire est remplie d'échecs. Amazon Auction, concurrent d'eBay, échec. Fire Phone, concurrent d'iPhone, échec cuisant. Des dizaines de produits et services oubliés. Mais un seul succès, Amazon Web Services, AWS, a rapporté tellement d'argent que tous les autres échecs sont devenus insignifiants. Jeff Bezos l'a dit, notre succès est une fonction du nombre d'expériences que nous faisons. Le principe de l'asymétrie. Dans la vie, certaines choses ont une asymétrie énorme. Et vous pouvez perdre au maximum 100% de ce que vous investissez. Mais vous pouvez gagner 1000%, 10 000%, voire davantage. C'est comme planter 100 graines. 90 ne germeront pas. 9 pousseront en petits arbustes. 1 deviendra un chêne gigantesque qui domine la forêt. Votre richesse dépend de ce chêne, pas des 90 graines perdues. Pourquoi nous avons du mal à l'accepter? Notre cerveau déteste se tromper. À l'école, avoir février 2020 est une honte. Dans la vie, on associe l'échec à l'incompétence. Résultat, beaucoup de gens abandonnent trop tôt. Après 3 investissements ratés, ils concluent « Je ne suis pas fait pour ça ». Mais c'est exactement l'inverse. Se tromper souvent fait partie du jeu. Les investisseurs qui réussissent ne sont pas ceux qui ont toujours raison. Ce sont ceux qui 1. Acceptent de se tromper souvent. 2. Restent en jeu assez longtemps pour profiter de leur rare victoire. Exemple personnel, youtubeur ou entrepreneur. Un créateur YouTube peut publier 100 vidéos. 95 feront moins de 500 vues. 4 auront un succès modéré. 1 deviendra viral et lui apportera 50 000 abonnés. Un entrepreneur peut lancer 5 projets. 4 échoueront. 1 cartonnera et paiera pour tous les autres. C'est pareil pour les carrières, les relations, les innovations. La vie n'est pas une moyenne de tentatives. C'est une somme de rares victoires décisives. La stratégie des tickets de loterie intelligents. Bien sûr, il ne s'agit pas d'acheter des billets de loterie réels, mais d'investir dans des opportunités qui ont un coût limité, vous ne perdez pas tout si ça échoue. Un potentiel énorme si ça marche. Exemple. Investir dans un ETF, vous limitez les risques, mais si le marché monte, vous profitez de la croissance. Lancer un projet personnel avec peu de moyens, blog, chaîne, petite boutique en ligne. Tester de nouvelles compétences, vous perdez du temps si ça échoue, mais si ça marche, vous changez de vie. Comment appliquer la loi des rares gagnants? 1. Augmentez vos tentatives. Plus vous essayez, plus vous augmentez vos chances de trouver un gagnant. 2. Acceptez l'échec comme normal. Considérez chaque perte comme le prix d'entrée au jeu. 3. Gardez vos pertes petites. Ne misez pas tout sur une seule carte. 4. Doublez sur les gagnants. Quand une idée marche, amplifiez-la. Le danger d'abandonner trop tôt. La plupart des gens abandonnent au moment précis où la probabilité de succès commence à augmenter. Et l'investisseur vend après 2 pertes consécutives. Et le créateur arrête après 10 vidéos peu vues. Et l'entrepreneur arrête après 2 projets ratés. Mais le principe est clair. Il suffit d'une seule victoire pour tout changer. Exemple historique, J.K. Rowling. J.K. Rowling a été refusée par 12 maisons d'édition avant que Harry Potter ne soit accepté. Si elle avait abandonné au 11e refus, nous n'aurions jamais connu son univers. Une seule victoire a transformé sa vie, et celle de millions de lecteurs. Exercice pratique. Index revers pointant vers la droite blanc, faites une liste de vos projets ou idées. Cochez ceux qui sont morts, ratés, oubliés. Notez ce que vous avez appris. Identifiez 1 ou 2 projets qui ont un potentiel énorme si vous persévérez. Puis rappelez-vous, vous n'avez pas besoin d'avoir raison souvent. Vous avez besoin d'avoir raison une fois, mais de manière spectaculaire. Conclusion du chapitre. La loi des rares gagnants bouleverse notre façon de voir le monde. Et vous pouvez échouer 90% du temps et réussir au final. Et les échecs ne sont pas des preuves d'incompétence, mais des étapes nécessaires. Et le secret est de survivre assez longtemps pour que vos rares victoires se produisent.
Index revers pointant vers la droite blanc, les gagnants ne sont pas ceux qui ont le plus souvent raison. Index revers pointant vers la droite blanc, ce sont ceux qui supportent d'avoir tort suffisamment longtemps pour laisser éclore une victoire décisive. Chapitre 4 : Le pouvoir du temps. Le secret le mieux gardé de Warren Buffett. Quand on parle de Warren Buffett, beaucoup imaginent un génie de l'investissement, un homme capable de choisir les bonnes actions au bon moment. C'est vrai qu'il est brillant. Mais son véritable secret n'est pas l'intelligence. Index revers pointant vers la droite blanc, son véritable secret, c'est le temps. Buffett a commencé à investir à l'âge de 10 ans. Aujourd'hui, il a plus de 90 ans. Cela veut dire que son argent a eu plus de 80 ans pour croître grâce au mécanisme le plus puissant en finance, les intérêts composés. Voici le chiffre qui surprend tout le monde. Le patrimoine estimé de Buffett, environ 84 milliards de dollars. Et sur cette somme, 81,5 milliards ont été accumulés après ses 65 ans. Autrement dit, plus de 95% de sa fortune est due à la combinaison explosive de la patience plus les intérêts composés. Comprendre les intérêts composés. Imaginons que vous investissiez 1 000 € à un taux de rendement de 10% par an. Après 1 an, 1 100 €. Après 2 ans, 1 210 €. Après 5 ans, 1 610 €. Après 10 ans, 2 590 €. Après 20 ans, 6 730 €. Après 40 ans, 45 260 €. Ce n'est pas la somme investie qui change tout. C'est le temps. Chaque année, vos gains produisent à leur tour des gains. L'effet boule de neige s'enclenche, et à long terme, les chiffres deviennent astronomiques. La différence d'un départ précoce. 2 amis, Claire et Marc, investissent chacun 200 € par mois à 10% de rendement. Claire commence à 20 ans et arrête à 30 ans. Elle a donc investi seulement 24 000 € au total. Marc commence à 30 ans et continue jusqu'à 65 ans. Il investit donc 84 000 € au total. Résultat à 65 ans. Claire, environ 1 million d'euros. Marc, environ 900 000 €. Claire, qui a investi moins d'argent, finit avec plus, simplement parce qu'elle a commencé plus tôt. Le temps bat le montant investi. Pourquoi nous sous-estimons le temps? Notre cerveau est câblé pour penser de manière linéaire. On imagine que 10 ans, c'est 10 fois plus que 1 an. Mais avec les intérêts composés, 10 ans, c'est parfois 100 fois plus puissant. Nous voulons des résultats immédiats, des rendements rapides, des profits visibles. Nous sous-estimons la lenteur initiale de l'effet composé. Mais au bout de plusieurs décennies, cette lenteur se transforme en avalanche. Comme le disait Einstein, les intérêts composés sont la 8e merveille du monde. Celui qui les comprend les gagne, celui qui ne les comprend pas les paie. Le prix de la procrastination. Chaque année où vous retardez votre premier investissement, vous réduisez drastiquement votre richesse future. Commencer à 20 ans avec 200 € par mois peut vous donner 1 million à 65 ans. Attendre 30 ans pour commencer vous donnera environ la moitié. Attendre 40 ans réduit encore plus vos chances. Le plus gros coût financier dans la vie de la plupart des gens n'est pas une mauvaise décision. C'est la procrastination. Le mythe du bon timing. Beaucoup se disent « j'attends le bon moment pour investir ». Mais voici la vérité, le timing parfait n'existe pas. Personne ne peut prédire les marchés. Même les experts se trompent. En revanche, le temps passé sur le marché est infiniment plus puissant que le timing d'entrée. Un mauvais investissement maintenu 40 ans peut rapporter plus qu'un excellent investissement maintenu seulement 5 ans. Exemple historique, la tortue contre le lièvre. Dans la fable, la tortue gagne parce qu'elle avance lentement mais sûrement, alors que le lièvre se disperse. En finance, c'est pareil. Et le spéculateur qui cherche à s'enrichir vite ressemble au lièvre. Parfois il gagne, mais souvent il s'épuise. Et l'investisseur patient, qui laisse le temps travailler, finit par gagner presque à coup sûr. Comment utiliser le pouvoir du temps? 1. Commencez maintenant. Peu importe si vous n'avez que 50 € à investir. Le temps vaut plus que le montant. 2. Automatiser. Un virement programmé chaque mois transforme la discipline en habitude. 3. Allongez votre horizon. Ne pensez pas en semaines ou en mois, mais en décennies. 4. Ne touchez pas. Laissez vos investissements croître. Chaque retrait casse la magie des intérêts composés.
L'illusion du meilleur moment. Un proverbe chinois dit « Le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. » C'est exactement pareil pour vos finances. Vous auriez dû commencer hier. Mais comme hier est passé, le meilleur moment est maintenant. Exercice pratique. Index revers pointant vers la droite blanc. Prenez une feuille et notez votre âge. Calculez combien d'années il vous reste avant 65 ans. Imaginez que vous investissiez 200 € par mois dès aujourd'hui. Multipliez ce chiffre par 1,1 nombre d'années. Vous serez choqué de voir ce que le temps peut produire. Conclusion du chapitre. La richesse n'est pas une affaire de vitesse, mais de durée. Buffett est riche parce qu'il a laissé le temps travailler pour lui. Chaque année de procrastination coûte une fortune invisible. Commencez petit, mais commencez maintenant. Index revers pointant vers la droite blanc. Le vrai super pouvoir en finance, ce n'est pas l'intelligence. Index revers pointant vers la droite blanc, ce n'est pas le timing. Index revers pointant vers la droite blanc, c'est le temps. Chapitre 5. Vous n'êtes pas fou. Pourquoi vos choix paraissent étranges aux autres? Imaginez la scène. Vous annoncez à vos amis que vous allez quitter votre emploi stable pour lancer votre propre activité. Leur réaction? Tu es fou. Avec ce bon salaire, tu es prêt à tout risquer. Ou encore, vous expliquez à vos parents que vous épargnez agressivement au lieu de profiter de la vie. Ils vous regardent avec incompréhension. Mais enfin, à quoi ça sert de travailler si ce n'est pas pour en profiter? Vos décisions financières semblent bizarres, imprudentes ou naïves aux yeux des autres. Mais voici la vérité, vous n'êtes pas fou. Et eux non plus. La finance est toujours personnelle. Chaque décision financière est influencée par votre enfance, vos traumatismes, vos réussites passées, vos peurs inconscientes. Un homme qui a vu son père perdre son emploi durant une crise valorisera la sécurité au-dessus de tout. Une femme qui a grandi dans la pauvreté ressentira peut-être une peur viscérale de manquer, même après avoir réussi. Un entrepreneur qui a connu le succès à 20 ans croira qu'il peut toujours recommencer. Index revers pointant vers la droite blanc. Nos décisions financières sont rarement rationnelles. Elles sont logiques dans notre contexte de vie. 3 histoires, 3 réalités. 1. Votre ami prudent. Il refuse de quitter son CDI pour une aventure incertaine. Pourquoi? Parce qu'enfant, il a vu ses parents perdre leur maison après un licenciement. Son obsession pour la sécurité est logique dans son histoire. 2. Vos parents sceptiques. Ils pensent que vous êtes imprudent en investissant dans la bourse. Pourquoi? Parce qu'ils ont vécu les récessions des années 70 et la crise de 2008. Leur peur du marché est nourrie par la mémoire de pertes réelles. 3. Vous, l'ambitieux. Vous croyez au potentiel des business en ligne, car vous avez grandi à l'ère d'Internet et vu des créateurs devenir libres grâce à cela. Pour vous, c'est la voie la plus naturelle. 3 personnes, 3 expériences, 3 conclusions. Aucune n'est folle. Elles sont toutes cohérentes avec leur passé. Le danger du jugement. Le problème, c'est que nous jugeons les décisions financières des autres sans connaître leur contexte. Et vos parents pensent que vous êtes inconscient. Et vous pensez que vos parents sont coincés dans le passé. Et votre ami pense que vous êtes naïf. Et vous pensez qu'il est frileux. Et au milieu de tout ça, vous commencez à douter de vous-même. Comment le doute tue vos rêves? Quand tout votre entourage critique vos choix, vous commencez à vous dire « Et si j'avais tort? Et s'ils avaient raison? Et si je faisais une énorme erreur ?» Ce doute peut vous pousser à abandonner vos projets avant même de leur donner une chance. Beaucoup de rêves meurent non pas à cause des échecs, mais à cause du regard des autres. La solution, cessez de se justifier. La clé est simple, arrêtez d'expliquer vos choix financiers aux autres. Quand quelqu'un vous demande pourquoi vous épargnez au lieu de sortir chaque week-end, dites « Ça marche pour moi, ça marche pour toi ». Quand on vous demande pourquoi vous refusez d'acheter une nouvelle voiture, dites « C'est mon choix ». Vous n'avez pas besoin de convaincre. Vous n'avez pas besoin d'argumenter. Parce que leurs peurs viennent de leur passé, pas du vôtre. Exemple, l'histoire de 2 frères. 2 frères héritent chacun de 100 000 €. Et le premier investit dans des fonds indiciels et oublie l'argent pendant 30 ans.
Et le second achète une maison et la revend 10 ans plus tard pour financer son entreprise. Qui a raison? Les deux. Parce qu'ils ne jouent pas au même jeu. L'un recherche la sécurité, l'autre la liberté entrepreneuriale. La finance est émotionnelle, pas universelle. Il n'existe pas de meilleure décision financière universelle. Il n'existe que des décisions qui vous permettent de dormir la nuit. Index revers pointant vers la droite blanc. Un portefeuille à haut risque peut être logique pour un jeune entrepreneur. Index revers pointant vers la droite blanc. Le même portefeuille serait insensé pour un retraité qui dépend de ses économies. Vous n'êtes pas fou. Vous êtes simplement guidé par vos expériences. Comment naviguer entre vos choix et ceux des autres? 1. Reconnaissez le contexte des autres. Quand vos parents s'inquiètent, souvenez-vous qu'ils parlent depuis leurs blessures, pas depuis votre avenir. 2. Affirmez vos choix sans justification. Un simple ça marche pour moi suffit. 3. Filtrez les conseils. Avant de suivre quelqu'un, demandez-vous joue-t-il au même jeu que moi? Exercice pratique. Index revers pointant vers la droite blanc. Prenez une feuille et tracez 2 colonnes. Dans la première, écrivez vos choix financiers récents, épargne, investissement, projet. Dans la seconde, notez ce que vos proches ont pensé de ces choix. Puis demandez-vous, leur réaction vient-elle de leur expérience ou de la mienne? Vous verrez que dans 90% des cas, ils parlent de leur passé, pas de votre futur. Conclusion du chapitre. Vous n'êtes pas fou. Vos décisions financières ont du sens dans votre contexte, même si elles paraissent étranges à d'autres. Index revers pointant vers la droite blanc. Ne laissez pas leur peur contrôler vos choix. Index revers pointant vers la droite blanc. Ne cherchez pas à convaincre. Index revers pointant vers la droite blanc. Prenez vos décisions en fonction de votre histoire, de vos rêves et de votre tolérance au risque. Au final, la richesse, c'est la liberté. Et la première liberté, c'est celle de décider pour soi. Chapitre 6. La cupidité, le tueur silencieux de la richesse. L'histoire de Raja Gupta. Raja Gupta est né dans la pauvreté en Inde. Orphelin jeune, il a gravi les échelons grâce à son intelligence et son travail acharné. Finalement, il est devenu PDG de MC Kinsey, l'un des cabinets de conseil les plus prestigieux au monde. En 2008, Gupta valait environ 100 millions de dollars. Une somme suffisante pour que lui, ses enfants et ses petits-enfants n'aient plus jamais besoin de travailler. Il avait atteint un niveau de sécurité financière dont la plupart des gens n'osent même pas rêver. Mais il en voulait plus. Beaucoup plus. En siégeant au conseil d'administration de Goldman Sachs, il avait accès à des informations confidentielles. Il a commencé à les transmettre à un ami gestionnaire de fonds spéculatifs. Résultat, il a gagné illégalement environ 17 millions de dollars supplémentaires. Pensez une seconde. Il avait déjà 100 millions. Il a tout risqué pour en gagner 17 de plus. Pas 17 milliards. Pas de quoi changer sa vie. Juste un peu plus. Gupta a été pris. Il a perdu sa réputation, sa liberté, et a fini en prison. Quand assez ne suffit pas. Pourquoi quelqu'un qui a déjà assez pour vivre plusieurs vies confortables risque-t-il tout pour un petit supplément? Parce que la cupidité est insatiable. Et vous gagnez 50 000 euros par an et vous rêvez d'en gagner 100 000. Quand vous atteignez 100 000, vous rêvez de 250 000. Puis de 1 million. Puis de 10 millions. La barre recule toujours. Vous n'êtes jamais satisfait. Warren Buffett est la leçon de sagesse. Buffett a dit un jour. Pour de l'argent qu'ils n'avaient pas et dont ils n'avaient pas besoin, des gens ont risqué de l'argent qu'ils avaient et dont ils avaient besoin. Et c'est stupide. C'est exactement le piège de Gupta. Mais aussi celui de milliers de gens ordinaires. Et un salarié avec un bon emploi qui se lance dans des paris risqués sur les crypto-monnaies. Et un entrepreneur prospère qui multiplie les projets douteux au lieu de consolider son succès. Et un investisseur prudent qui bascule dans le levier financier par peur de rater le train. Pourquoi la cupidité détruit? La cupidité est dangereuse pour 3 raisons principales. 1. Elle détruit la prudence. Quand vous en voulez toujours plus, vous ignorez les risques. 2. Elle efface le contentement. Vous n'appréciez jamais ce que vous avez déjà. 3. Elle mène à la chute. Tôt ou tard, une décision prise par avidité entraîne une perte irréversible. Exemple historique, la bulle Internet. À la fin des années 1990,
Beaucoup d'investisseurs avaient déjà doublé ou triplé leur argent grâce aux actions technologiques. C'était suffisant pour sécuriser leur avenir. Mais au lieu de vendre, ils ont voulu encore plus. Quand la bulle a éclaté, la plupart ont tout perdu. Le problème n'était pas le marché. C'était leur incapacité à dire « ça suffit. J'ai gagné. Je protège maintenant ». La psychologie de plus. Pourquoi est-il si difficile de s'arrêter? Parce que nous nous comparons constamment aux autres. Parce que les réseaux sociaux affichent toujours quelqu'un qui a plus que nous. Parce que notre cerveau associe le gain à une dopamine temporaire. Et en redemande encore. C'est une addiction silencieuse. La richesse invisible. Voici un paradoxe. La vraie richesse n'est pas ce que vous accumulez, mais ce que vous êtes capable de laisser tranquille. Un homme riche mais insatisfait est en réalité pauvre. Un homme avec peu d'argent mais qui sait dire « j'ai assez » est en réalité riche. Exercice pratique. Définir assez. Index revers pointant vers la droite blanc. Prenez un carnet et écrivez. Combien d'argent par an vous permettrait de vivre confortablement, sans excès? Quelle somme vous donnerait une tranquillité d'esprit absolue? C'est votre seuil de assez. Notez-le, relisez-le chaque mois. Cela deviendra un garde-fou contre la tentation de tout risquer pour plus. Comment résister à la cupidité? 1. Pratiquez la gratitude. Chaque soir, notez 3 choses que votre argent actuel vous permet déjà d'apprécier. 2. Fixez des objectifs clairs. Une fois vos besoins couverts, concentrez-vous sur la sécurité et la liberté, pas sur l'accumulation infinie. 3. Mettez des limites. Par exemple, ne jamais risquer plus de 5% de votre patrimoine dans des projets spéculatifs. 4. Rappelez-vous les histoires. Gupta, la bulle Internet, les traders ruinés. Le prix de la cupidité est toujours plus élevé que son gain. L'illusion de l'accélération. Beaucoup tombent dans le piège de vouloir accélérer leur chemin vers la richesse. Ils ont déjà un portefeuille solide, mais veulent un raccourci. Ils basculent dans des investissements risqués. Parfois ils gagnent, mais souvent ils perdent. La vérité, la richesse est lente. Vouloir la précipiter revient à arracher une fleur avant qu'elle n'ait fleuri. Conclusion du chapitre. La cupidité est un tueur silencieux. Elle ne détruit pas seulement les fortunes, elle détruit aussi la paix intérieure. Index revers pointant vers la droite blanc. La vraie compétence financière n'est pas de gagner plus. Index revers pointant vers la droite blanc, c'est de savoir quand arrêter de courir. Index revers pointant vers la droite blanc. La richesse n'est réelle que lorsque vous pouvez dire « c'est assez ». Protégez ce que vous avez. Profitez de ce que vous avez déjà. Car vouloir toujours plus finit par coûter tout. Chapitre 7. La chance, l'allié et l'ennemi invisible. L'histoire de 2 adolescents brillants. En 1968, 2 jeunes garçons fréquentent le Lakeside School, un lycée privé de Seattle. Ce lycée est unique au monde à l'époque. Il possède un ordinateur accessible aux élèves. L'un de ces garçons s'appelle Bill Gates. L'autre, Kent Evans, est son meilleur ami. Tous 2 sont passionnés, curieux, obsédés par l'idée de programmer. Ils partagent la même intelligence, la même ambition, la même vision de l'avenir. Ensemble, ils rêvent de créer une entreprise autour de l'informatique. Le destin de Microsoft aurait pu être écrit par 2 cofondateurs. Mais il ne l'a pas été. Kent Evans est mort tragiquement dans un accident d'alpinisme avant même d'obtenir son diplôme. Bill Gates a survécu. Et le reste appartient à l'histoire. Une chance sur 1 million. Réfléchissons un instant. Bill Gates a eu la chance énorme d'être dans le seul lycée au monde équipé d'un ordinateur à cette époque. Il a eu la chance énorme d'être né dans une famille aisée qui a pu l'envoyer dans ce lycée. Il a eu la malchance d'être frappé par la perte d'un ami proche. Mais il a eu la chance d'être celui qui est resté en vie pour continuer le voyage. C'est une combinaison de hasards, de circonstances et d'événements imprévisibles qui ont façonné l'histoire de Microsoft. Index revers pointant vers la droite blanc sans ce lycée. Index revers pointant vers la droite blanc sans cet ordinateur. Index revers pointant vers la droite blanc sans cet accident tragique. Le monde de la technologie ne serait pas le même. Nous sous-estimons la chance. Quand nous réussissons, nous aimons croire que c'est grâce à notre travail acharné, notre intelligence, notre talent. Et c'est vrai, en partie. Mais nous oublions toujours le rôle de la chance.
Et vous avez obtenu un emploi parce qu'un collègue a démissionné au bon moment. Et vous avez rencontré votre partenaire parce qu'un ami vous a invité à une soirée à laquelle vous ne vouliez pas aller. Et vous avez réussi un projet parce qu'un client a dit oui par hasard, alors que 10 autres avaient dit non. La chance et la malchance traversent nos vies comme des vents invisibles. La malchance est inévitable. Tout comme la chance peut vous propulser, la malchance peut vous ruiner. Une maladie imprévue. Une crise économique. Et un accident. Et un licenciement soudain. Beaucoup de gens vivent comme si la malchance n'arriverait jamais. Ils dépensent tout, investissent sans filet, vivent au bord du gouffre. Puis, quand la malchance frappe, ils sont balayés. La vraie sagesse, se préparer aux deux. Vous ne pouvez pas contrôler la chance. Vous ne pouvez pas l'appeler à volonté. Mais vous pouvez contrôler votre capacité à survivre à la malchance. Index revers pointant vers la droite blanc. Les personnes qui bâtissent de vraies fortunes comprennent cela. Elles épargnent non seulement pour croître, mais aussi pour résister. Elles savent que la malchance frappera un jour. Et quand elle frappe, elles veulent être encore debout pour profiter du retour de la chance. Exemple, le fonds d'urgence. Un simple fonds d'urgence 3 à 6 mois de dépenses de base peut changer votre vie. Et sans fonds d'urgence, un licenciement devient une catastrophe, une maladie devient une faillite, une réparation imprévue devient une dette. Avec un fonds d'urgence, ces mêmes événements deviennent des obstacles gérables. Le fonds d'urgence ne rend pas les choses agréables. Mais il vous permet de survivre. La psychologie du survivant. La différence entre ceux qui réussissent à long terme et ceux qui échouent n'est pas toujours dans le talent. C'est dans la capacité à survivre assez longtemps pour laisser la chance jouer en leur faveur. Et l'entrepreneur qui échoue 3 fois mais survit assez longtemps pour réussir la 4e. Et l'investisseur qui supporte les crises sans tout vendre. Et le salarié qui a de quoi tenir quelques mois entre 2 emplois. Leur secret n'est pas de contrôler la chance. C'est de se protéger de la malchance. Pourquoi nous ignorons la malchance? Nous aimons écouter les histoires de réussite. Mais ces histoires sont toujours biaisées. Elles viennent des survivants. On oublie tous ceux qui avaient autant de talent mais ont été frappés par un coup du sort. Ce biais nous pousse à croire que la chance n'a pas tant d'importance. Mais en réalité, elle en a une énorme. Exercice pratique. Index revers pointant vers la droite blanc. Évaluez votre résilience face à la malchance. Et si vous perdiez votre emploi demain, combien de mois pourriez-vous tenir sans revenu? Et si une dépense imprévue de 2000 € tombait demain, pourriez-vous la couvrir sans dette? Et si un projet échouait, auriez-vous encore de quoi continuer à essayer? Si vos réponses vous inquiètent, commencez par bâtir un fonds d'urgence, même petit. Mettez de côté 50 € par semaine. Peu importe la somme. L'important est d'avoir une marge de survie. La formule de la réussite durable. On pourrait résumer la réussite ainsi. Travail plus persévérance plus compétence égale probabilité de réussite. Chance plus malchance égale réalité de la réussite. Vous ne contrôlez pas la seconde partie. Mais vous contrôlez votre capacité à rester dans le jeu jusqu'à ce que la chance frappe à nouveau. Conclusion du chapitre. La chance joue un rôle bien plus grand que nous voulons l'admettre. Mais la malchance aussi. Index revers pointant vers la droite blanc. Vous ne pouvez pas contrôler les dés de la vie. Index revers pointant vers la droite blanc, mais vous pouvez contrôler votre marge de sécurité. Index revers pointant vers la droite blanc, et c'est cette marge qui vous permettra de survivre à la malchance, pour être là quand la chance reviendra. La richesse ne va pas à ceux qui ont toujours raison. Elle va à ceux qui survivent assez longtemps pour que la chance leur sourie enfin. Chapitre 7. La chance, l'allié et l'ennemi invisible. L'histoire de 2 adolescents brillants. En 1968, 2 jeunes garçons fréquentent le Lakeside School, un lycée privé de Seattle. Ce lycée est unique au monde à l'époque. Il possède un ordinateur accessible aux élèves. L'un de ces garçons s'appelle Bill Gates. L'autre, Kent Evans, est son meilleur ami. Tous 2 sont passionnés, curieux, obsédés par l'idée de programmer. Ils partagent la même intelligence, la même ambition, la même vision de l'avenir. Ensemble, ils rêvent de créer une entreprise autour de l'informatique. Le destin de Microsoft aurait pu être écrit par 2 cofondateurs. Mais il ne l'a pas été. Kent Evans est mort tragiquement dans un accident d'alpinisme avant même d'obtenir son diplôme.
Bill Gates a survécu. Et le reste appartient à l'histoire. Une chance sur 1 million. Réfléchissons un instant. Bill Gates a eu la chance énorme d'être dans le seul lycée au monde équipé d'un ordinateur à cette époque. Il a eu la chance énorme d'être né dans une famille aisée qui a pu l'envoyer dans ce lycée. Il a eu la malchance d'être frappé par la perte d'un ami proche. Mais il a eu la chance d'être celui qui est resté en vie pour continuer le voyage. C'est une combinaison de hasards, de circonstances et d'événements imprévisibles qui ont façonné l'histoire de Microsoft. Index revers pointant vers la droite blanc sans ce lycée. Index revers pointant vers la droite blanc sans cet ordinateur. Index revers pointant vers la droite blanc sans cet accident tragique. Le monde de la technologie ne serait pas le même. Nous sous-estimons la chance. Quand nous réussissons, nous aimons croire que c'est grâce à notre travail acharné, notre intelligence, notre talent. Et c'est vrai, en partie. Mais nous oublions toujours le rôle de la chance. Et vous avez obtenu un emploi parce qu'un collègue a démissionné au bon moment. Et vous avez rencontré votre partenaire parce qu'un ami vous a invité à une soirée à laquelle vous ne vouliez pas aller. Et vous avez réussi un projet parce qu'un client a dit oui par hasard, alors que 10 autres avaient dit non. La chance et la malchance traversent nos vies comme des vents invisibles. La malchance est inévitable. Tout comme la chance peut vous propulser, la malchance peut vous ruiner. Une maladie imprévue. Une crise économique. Et un accident. Et un licenciement soudain. Beaucoup de gens vivent comme si la malchance n'arriverait jamais. Ils dépensent tout, investissent sans filet, vivent au bord du gouffre. Puis, quand la malchance frappe, ils sont balayés. La vraie sagesse, se préparer aux deux. Vous ne pouvez pas contrôler la chance. Vous ne pouvez pas l'appeler à volonté. Mais vous pouvez contrôler votre capacité à survivre à la malchance. Index revers pointant vers la droite blanc. Les personnes qui bâtissent de vraies fortunes comprennent cela. Elles épargnent non seulement pour croître, mais aussi pour résister. Elles savent que la malchance frappera un jour. Et quand elle frappe, elles veulent être encore debout pour profiter du retour de la chance. Exemple, le fonds d'urgence. Un simple fonds d'urgence 3 à 6 mois de dépenses de base peut changer votre vie. Et sans fonds d'urgence, un licenciement devient une catastrophe, une maladie devient une faillite, une réparation imprévue devient une dette. Avec un fonds d'urgence, ces mêmes événements deviennent des obstacles gérables. Le fonds d'urgence ne rend pas les choses agréables. Mais il vous permet de survivre. La psychologie du survivant. La différence entre ceux qui réussissent à long terme et ceux qui échouent n'est pas toujours dans le talent. C'est dans la capacité à survivre assez longtemps pour laisser la chance jouer en leur faveur. Et l'entrepreneur qui échoue 3 fois mais survit assez longtemps pour réussir la 4e. Et l'investisseur qui supporte les crises sans tout vendre. Et le salarié qui a de quoi tenir quelques mois entre 2 emplois. Leur secret n'est pas de contrôler la chance. C'est de se protéger de la malchance. Pourquoi nous ignorons la malchance? Nous aimons écouter les histoires de réussite. Mais ces histoires sont toujours biaisées. Elles viennent des survivants. On oublie tous ceux qui avaient autant de talent mais ont été frappés par un coup du sort. Ce biais nous pousse à croire que la chance n'a pas tant d'importance. Mais en réalité, elle en a une énorme. Exercice pratique. Index revers pointant vers la droite blanc. Évaluez votre résilience face à la malchance. Et si vous perdiez votre emploi demain, combien de mois pourriez-vous tenir sans revenu? Et si une dépense imprévue de 2000 € tombait demain, pourriez-vous la couvrir sans dette? Et si un projet échouait, auriez-vous encore de quoi continuer à essayer? Si vos réponses vous inquiètent, commencez par bâtir un fonds d'urgence, même petit. Mettez de côté 50 € par semaine. Peu importe la somme. L'important est d'avoir une marge de survie. La formule de la réussite durable. On pourrait résumer la réussite ainsi. Travail plus persévérance plus compétence égale probabilité de réussite. Chance plus malchance égale réalité de la réussite. Vous ne contrôlez pas la seconde partie. Mais vous contrôlez votre capacité à rester dans le jeu jusqu'à ce que la chance frappe à nouveau. Conclusion du chapitre. La chance joue un rôle bien plus grand que nous voulons l'admettre. Mais la malchance aussi. Index revers pointant vers la droite blanc. Vous ne pouvez pas contrôler les dés de la vie. Index revers pointant vers la droite blanc, mais vous pouvez contrôler votre marge de sécurité.
Index revers pointant vers la droite blanc et c'est cette marge qui vous permettra de survivre à la malchance, pour être là quand la chance reviendra. La richesse ne va pas à ceux qui ont toujours raison. Elle va à ceux qui survivent assez longtemps pour que la chance leur sourie enfin. Étincelle, voilà ton chapitre 7 complet. 1.300 mots condensés. Index revers pointant vers la droite blanc, veux-tu que je continue avec chapitre 8? Gagner de l'argent et le conserver sont deux compétences différentes. L'histoire de Jesse Livermore et la différence entre audace et prudence? You said. Vaï. ChatGPT said. Parfait fusée, on continue avec chapitre 8. Gagner de l'argent et le conserver sont deux compétences différentes. Format 1200-1400 mots, avec anecdotes, analyses et conseils pratiques. Chapitre 8. Gagner de l'argent et le conserver sont deux compétences différentes. L'histoire de Jesse Livermore. En 1929, le monde financier s'effondre. La bourse de New York plonge dans le chaos. Des fortunes s'évaporent en quelques heures. Mais un homme se tient au sommet de ce désastre, Jesse Livermore. Livermore est un trader légendaire. Lors du krach de 1929, il anticipe la chute du marché et parie contre les actions. Résultat, il gagne l'équivalent de 3 milliards de dollars en une seule journée. À ce moment-là, il est l'homme le plus riche d'Amérique. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. 4 ans plus tard, Jesse Livermore est ruiné. Totalement. Incapable de supporter sa situation, il finit par se suicider. Index revers pointant vers la droite blanc, comment peut-on passer de la richesse absolue à la ruine totale en seulement 4 ans? Parce que gagner de l'argent et le conserver sont deux compétences complètement différentes. La compétence de gagner. Pour gagner de l'argent, il faut prendre des risques, être audacieux, et saisir des opportunités, oser être optimiste. Livermore avait toutes ces qualités. Comme beaucoup d'entrepreneurs et d'investisseurs brillants, il savait flairer les bons coups, foncer, profiter des occasions. Mais ce qui permet de faire fortune n'est pas toujours ce qui permet de rester riche. La compétence de conserver. Pour conserver de l'argent, il faut humilité, reconnaître que la chance joue un rôle et que rien n'est garanti. Prudence, éviter de tout mettre en jeu. Patience, accepter la lenteur de la croissance. Marge de sécurité, toujours garder une réserve en cas de coup dur. Livermore, comme beaucoup d'autres, a continué à parier gros même après avoir atteint des sommets. Il n'a jamais changé de mentalité. Résultat, une chute inévitable. Le piège de la confiance excessive. Le succès engendre souvent une illusion. Si j'ai réussi une fois, je réussirai toujours. C'est ce qu'on appelle le biais de surconfiance. Et l'entrepreneur qui a vendu sa première start-up pense qu'il est intouchable et dilapide sa fortune dans des projets hasardeux. Et le trader qui a gagné gros croit qu'il est un génie et augmente sans cesse la taille de ses paris. Et le salarié qui a obtenu une promotion s'endette immédiatement pour acheter une maison plus grande, pensant que ses revenus ne baisseront jamais. Le problème. La vie finit toujours par vous rappeler à l'ordre. Gagner égale attaquer, conserver égale défendre. On peut comparer la gestion de l'argent à un match de football. Et l'attaque permet de marquer des buts. Et la défense empêche de perdre le match. Sans attaque, vous ne pouvez pas gagner. Mais sans défense, vous perdez tout, peu importe combien de buts vous avez marqués. La plupart des gens sont fascinés par l'attaque, les coups d'éclat financiers. Peu accordent de valeur à la défense, la préservation du capital. Pourtant, à long terme, c'est la défense qui détermine la victoire. Buffett, l'anti-Livermore. Warren Buffett n'est pas seulement riche parce qu'il a choisi de bons investissements. Il est riche parce qu'il n'a jamais tout perdu. Il a traversé des dizaines de crises, de krachs, de récessions. Chaque fois, il est sorti encore debout. Pourquoi? Parce qu'il pratique une règle d'or. Index revers pointant vers la droite blanc, la première règle de l'investissement, c'est de ne pas perdre. La deuxième règle, c'est de ne jamais oublier la première. La fausse croyance des 50%. Beaucoup pensent que si votre portefeuille perd 50%, il suffit d'un gain de 50% pour revenir à l'équilibre. Faux. 100 €, 50% égale 50 €. 50 € plus 50% égale 75 €. Il vous faut en réalité un gain de 5% pour revenir à zéro. C'est pour cela que la préservation du capital est essentielle.
Chaque perte profonde demande une énergie colossale pour être récupérée. La survie est sous-estimée. Dans le monde des affaires, les médias glorifient ceux qui prennent des risques et réussissent. Mais la vraie richesse vient de ceux qui savent survivre. Et ceux qui vivent en dessous de leurs moyens. Et ceux qui gardent des réserves. Et ceux qui refusent les paris all-in. La survie est ennuyeuse. Elle n'attire pas les projecteurs. Mais c'est elle qui fait durer la richesse. Exercice pratique. Index revers pointant vers la droite blanc, faites une liste de vos finances actuelles. Quel pourcentage de votre patrimoine est à risque élevé? Avez-vous un fonds d'urgence de 6 mois de dépenses? Avez-vous des dettes qui augmentent votre vulnérabilité? Demandez-vous, si demain tout s'effondre, est-ce que je peux survivre sans repartir de zéro? Trouvez l'équilibre. La clé est d'avoir une double stratégie. Une partie de vos ressources en mode attaque, investissement, projet, croissance. Une partie en mode défense, épargne liquide, placement stable, assurance. Trop d'attaque égale risque de ruine. Trop de défense égale stagnation. La richesse durable se trouve dans l'équilibre. Conclusion du chapitre. Index revers pointant vers la droite blanc, gagner de l'argent demande audace. Index revers pointant vers la droite blanc, conserver de l'argent demande prudence. Index revers pointant vers la droite blanc, les deux compétences sont complémentaires, mais rarement réunies. Ne soyez pas Jessie Livermore, un génie qui a tout perdu. Soyez celui qui construit, gagne et protège. La vraie richesse ne se mesure pas à combien vous avez gagné une fois, mais à combien vous êtes capable de garder toute une vie. Chapitre 9. Le vrai dividende de l'argent. Achetez du temps, pas des choses. L'illusion du bonheur matériel. On nous répète depuis l'enfance que l'argent ne fait pas le bonheur. Et pourtant, chaque publicité, chaque réseau social, chaque vitrine nous martèle le contraire. Et achetez cette voiture, et vous vous sentirez puissant. Et offrez-vous ce sac, et vous serez admiré. Et vivez dans cette maison, et vous serez accompli. Mais voici la vérité brutale. La plupart des biens matériels ne font que donner une illusion temporaire de bonheur. La vraie valeur de l'argent ne se trouve pas dans ce qu'il montre, mais dans ce qu'il cache, votre capacité à contrôler votre temps. Le meilleur dividende de l'argent. Imaginez vous réveiller un lundi matin, et au lieu de courir vers le métro ou de vous connecter à votre boîte mail débordante, vous vous dites « Aujourd'hui, je fais ce que je veux, avec qui je veux, quand je veux. » C'est ça, le meilleur dividende de l'argent. Pas la Ferrari. Pas la Rolex. Pas la villa. Index revers pointant vers la droite blanc, c'est la liberté de choisir votre emploi du temps. Warren Buffett et la simplicité volontaire. Buffett possède des dizaines de milliards. Mais quand on lui demande pourquoi il aime tant sa vie, il répond « J'ai tout le temps du monde pour faire ce que j'aime chaque jour, lire et réfléchir. » Il aurait pu acheter des yachts, des avions privés, des palais. Mais ce qui lui apporte le plus de satisfaction, ce n'est pas ce qu'il possède. C'est la maîtrise de son temps. Les pièges du matérialisme. Quand vous achetez une belle maison, une grosse voiture, des vêtements luxueux, vous croyez vous rapprocher du bonheur. Mais en réalité, vous vous attachez souvent à des chaînes invisibles. Une maison plus grande signifie plus d'entretien, plus de charges, plus d'heures de travail pour payer le crédit. Une voiture de luxe signifie des mensualités élevées, des assurances coûteuses, une peur constante de l'abîmer. Des vêtements chers signifient un besoin constant de renouveler pour suivre le rythme. Résultat, au lieu d'acheter du bonheur, vous achetez des obligations supplémentaires. Le test du lundi matin. Demandez-vous, qu'est-ce qui me rendrait plus heureux? Un nouvel iPhone ou la possibilité de ne pas travailler lundi prochain? 9 fois sur 10, la réponse est claire. L'argent sert moins à posséder qu'à éliminer les contraintes qui nous épuisent. Le prix invisible de l'ego. Chaque euro dépensé pour impressionner les autres est un euro que vous ne pourrez pas investir pour acheter votre liberté. Café à 6 euros. Et sac à 2000 euros. Vacances Instagram à crédit. Additionnez toutes ces dépenses d'images sur un mois. Ce chiffre, c'est le prix de votre ego. Maintenant, imaginez que ce même montant soit investi. Au lieu de nourrir votre ego aujourd'hui, il nourrirait votre liberté demain. Exemple, 2 vies parallèles. Un Paul gagne 60 000 euros par an. Il dépense presque tout,
voiture neuve, restaurant, gadget. Résultat. Il doit travailler 40 ans sans interruption. 2. Sophie gagne la même chose. Mais elle vit en dessous de ses moyens, et épargne 20% de son revenu. Après 20 ans, elle a assez d'investissement pour réduire son temps de travail ou changer de carrière. Paul a acheté des choses. Sophie a acheté du temps. Exercice pratique, le journal du temps. Index revers pointant vers la droite blanc pendant une semaine. Notez chaque dépense importante que vous faites. Puis demandez-vous, est-ce que cette dépense me donne plus de liberté? Ou est-ce qu'elle m'attache davantage? Vous verrez que la majorité des achats réduisent votre liberté au lieu de l'augmenter. L'argent comme levier de choix. La richesse, ce n'est pas le nombre de zéros sur votre compte. C'est le nombre de choix que vous avez. Pouvoir dire non à un patron toxique. Pouvoir refuser un projet inutile. Pouvoir prendre une année sabbatique avec vos enfants. Pouvoir travailler par passion, pas par obligation. C'est cela, la vraie définition du succès financier. Le minimalisme stratégique. Attention, il ne s'agit pas de vivre dans l'austérité totale. L'idée n'est pas de se priver de tout, mais de choisir avec discernement. Et dépenser pour ce qui vous rend vraiment heureux. Couper sans pitié ce qui n'est que du bruit social. Acheter une guitare parce que la musique vous passionne, c'est acheter du bonheur. Acheter une montre pour impressionner vos collègues, c'est acheter une illusion. Conclusion du chapitre. Index revers pointant vers la droite blanc, l'argent ne fait pas le bonheur directement. Index revers pointant vers la droite blanc, mais il peut acheter le seul ingrédient indispensable au bonheur, le contrôle de votre temps. Le but n'est pas d'avoir plus de choses. Le but est d'avoir plus de jours libres, plus de choix, plus de sérénité. La prochaine fois que vous dépensez, posez-vous cette question. Cet achat m'achète-t-il du temps ou des chaînes? La réponse à cette question déterminera si votre argent construit votre liberté ou votre prison. Chapitre 10. La richesse invisible. Ce que l'on ne voit pas est plus important que ce qui brille. L'histoire de Roger et sa Porsche. L'auteur Morgan Housel raconte qu'il travaillait autrefois comme voiturier dans un hôtel de luxe. Un client régulier, Roger, arrivait toujours au volant d'une Porsche étincelante. Chaque fois qu'il garait la voiture, tout le monde pensait la même chose. Cet homme doit être incroyablement riche. Mais un jour, Roger est arrivé dans une modeste Honda. Intrigué, Housel lui demanda ce qui était arrivé à la Porsche. « Elle a été saisie », répondit Roger, gêné. La vérité éclata, Roger n'était pas riche. Il était criblé de dettes. Sa Porsche n'était pas un signe de richesse, mais un signe de mensualités élevées. Ronald Reed, encore lui. Pendant ce temps, Ronald Reed, le concierge dont nous avons déjà parlé, conduisait un vieux pick-up rouillé, portait des vêtements usés, vivait discrètement. Personne n'aurait deviné qu'il avait accumulé 8 millions de dollars. Roger paraissait riche, mais ne l'était pas. Reed paraissait pauvre, mais était riche. Index revers pointant vers la droite blanc, la vraie richesse est invisible. Dépenser, c'est montrer, mais c'est perdre. Quand quelqu'un achète une voiture de 100 000 euros, vous ne savez pas s'il est riche. Tout ce que vous savez, c'est qu'il vient de dépenser 100 000 euros. La richesse n'est pas la voiture garée devant chez lui. La richesse, ce sont les 100 000 euros qu'il aurait pu garder, investir, faire fructifier, mais qu'il n'a plus. La plupart des gens confondent dépenses visibles avec richesse réelle. En réalité, plus vous montrez, moins vous possédez. La richesse, c'est ce que vous ne voyez pas. Et vous ne voyez pas les investissements dormants sur un compte. Et vous ne voyez pas les dettes évitées. Et vous ne voyez pas les achats annulés. Et vous ne voyez pas les vacances modestes choisies à la place des séjours extravagants. La vraie richesse, ce sont toutes ces décisions invisibles qui accumulent du capital silencieusement. Pourquoi nous tombons dans le piège? Nous vivons dans une société où tout est exposition, réseaux sociaux, vitrines, comparaison. On valorise ce qui se voit, pas ce qui se cache. Résultat, nous associons richesse à luxe visible. Pourtant, ce luxe est souvent financé par le crédit, pas par le capital. La personne vraiment riche n'a pas besoin de convaincre qui que ce soit. Exemple, Mercedes contre Toyota. Un homme conduit une Mercedes flambant neuve. Vous supposez qu'il est prospère. Mais peut-être a-t-il pris un crédit sur 7 ans, avec des mensualités qui l'étranglent.
Un autre conduit une Toyota vieille de 10 ans. Vous supposez qu'il est fauché. Mais peut-être a-t-il 2 millions investis en fonds indiciels et n'attache aucune importance aux voitures. Index revers pointant vers la droite blanc. Vous ne pouvez pas juger la richesse en regardant le coût du paraître. Chaque euro dépensé pour paraître riche est un euro en moins pour devenir riche. Dépenser pour l'ego égale perdre. Épargner pour la liberté égale gagner. La plupart des gens choisissent l'ego. Les rares qui choisissent la liberté construisent une richesse durable. Exercice pratique, l'addition invisible. Index revers pointant vers la droite blanc pendant un mois, notez toutes les dépenses liées à l'image, vêtements de marque, gadgets pour impressionner, sorties pour faire bien. Additionnez-les. Ensuite, demandez-vous, et si j'avais investi cette somme? Vous serez surpris du prix que vous payez chaque mois pour votre ego. La psychologie de la discrétion. Les personnes vraiment riches savent une chose. Le pouvoir de l'argent vient de ce qu'il vous permet de faire, pas de ce qu'il fait paraître aux yeux des autres. Elles privilégient la sécurité à l'ostentation. Elles choisissent l'anonymat à la reconnaissance superficielle. Elles se sentent riches non pas parce qu'elles possèdent, mais parce qu'elles sont libres. La richesse comme option. La vraie richesse, c'est d'avoir des options. Pouvoir dire non à un patron. Pouvoir changer de ville. Pouvoir refuser un projet qui ne vous inspire pas. Ces options ne se voient pas. Elles se vivent. Conclusion du chapitre. Index revers pointant vers la droite blanc. La richesse visible, voiture, montre, maison, n'est souvent qu'un masque. Index revers pointant vers la droite blanc. La vraie richesse est invisible, silencieuse, discrète. Index revers pointant vers la droite blanc. La question n'est pas « ai-je l'air riche ?» mais « est-ce que je deviens riche ?» La prochaine fois que vous serez tenté d'acheter pour impressionner, rappelez-vous, chaque euro dépensé pour paraître riche est un euro en moins pour devenir libre. La vraie richesse ne brille pas. Elle se cache. Chapitre 11. La règle ignorée. Dépenser moins que ce que l'on gagne. Le mythe du gros salaire. Beaucoup de gens pensent que la richesse dépend uniquement du revenu. Et si seulement je gagnais 200 000 euros par an, je serais riche. Avec un salaire de cadre supérieur, tous mes problèmes financiers seraient réglés. Mais ce n'est pas vrai. Vous pouvez gagner 200 000 euros par an et finir ruiné si vous dépensez 210 000. Et vous pouvez gagner 40 000 euros et devenir millionnaire si vous dépensez seulement 30 000. Index revers pointant vers la droite blanc. Le secret de la richesse n'est pas combien vous gagnez. Index revers pointant vers la droite blanc. Le secret de la richesse est combien vous gardez. Le contrôle, revenu vs dépenses. Et votre patron contrôle votre salaire. Et l'économie contrôle vos opportunités. Mais vous contrôlez vos dépenses. C'est là que réside votre vrai pouvoir financier. Réduire vos dépenses, c'est comme obtenir une augmentation immédiate, sans rien demander à personne. Exemple concret, l'augmentation invisible. Imaginez que vous gagnez 3 000 euros par mois. Option 1, demandez une augmentation de 500 euros. Après impôt, il vous en reste peut-être 350. Option 2, réduire vos dépenses de 500 euros. Vous gardez les 500, net et immédiat. Réduire vos dépenses, c'est comme recevoir une augmentation non imposée. L'histoire des deux voisins. Jean gagne 150 000 euros par an. Mais il possède une grosse maison, 2 voitures de luxe, des vacances à crédit. Son compte est toujours à découvert. Marc gagne 60 000 euros par an. Mais il vit dans une maison modeste, conduit une voiture d'occasion, épargne 20% de son revenu. Après 20 ans, Marc a accumulé un patrimoine solide. Jean avait l'air riche. Marc l'est vraiment. Pourquoi on dépense trop? Nous dépensons plus que nous ne devrions pour 3 raisons principales. 1. La comparaison sociale. Nous voulons montrer que nous avons réussi. 2. La gratification immédiate. Acheter maintenant nous donne un petit shoot de dopamine. 3. L'illusion de la croissance infinie. Nous pensons que nos revenus continueront toujours à augmenter. Résultat, dette, stress, absence d'épargne. La simplicité de la règle. La règle fondamentale est la suivante. Index revers pointant vers la droite blanc. Dépensez moins que vous ne gagnez. Épargnez la différence. Investissez-la. Répétez pendant 20 ans. C'est simple. Mais simple ne veut pas dire facile.
Le paradoxe des hauts revenus. Un paradoxe amusant. Plus les gens gagnent, plus ils dépensent. Et un nouveau job avec plus 500 € par mois? Nouvelle voiture. Une prime exceptionnelle? Voyage luxueux. Une augmentation annuelle? Plus grand appartement. C'est ce qu'on appelle l'inflation de style de vie. Chaque euro supplémentaire est absorbé par de nouvelles habitudes. Résultat, même sentiment de manque, malgré des revenus plus élevés. Comment briser le cycle? 1. Automatiser l'épargne. Faites un virement automatique vers votre compte épargne dès que le salaire tombe. 2. Fixez un pourcentage, pas un montant. Par exemple, 20% de vos revenus, quels qu'ils soient. 3. Retardez la gratification. Avant tout achat supérieur à 50 €, attendez 3 jours. Si vous le voulez encore, achetez. Sinon, oubliez. 4. Vivez en dessous de vos moyens. Choisissez une maison plus petite, une voiture plus modeste. Vos finances vous remercieront. Exercice pratique. Index revers pointant vers la droite blanc, analysez vos dépenses du mois dernier. Identifiez 200 € qui ne vous ont pas apporté de vraie valeur. Abonnements oubliés, restaurants, gadgets inutiles. Et supprimez-les. Programmez un virement automatique de 200 € vers votre épargne. Résultat, une augmentation annuelle de 2400 €, sans effort. Le vrai luxe. Le vrai luxe, ce n'est pas la maison gigantesque ou la voiture flamboyante. Le vrai luxe, c'est de savoir que vous avez de l'argent de côté, que vous pouvez faire face aux imprévus, que vous n'êtes pas esclave de votre prochain salaire. C'est un luxe invisible, mais il vaut plus que tous les signes extérieurs de richesse. Conclusion du chapitre. Index revers pointant vers la droite blanc, gagner beaucoup ne garantit pas la richesse. Index revers pointant vers la droite blanc, dépenser moins que ce que l'on gagne, oui. Index revers pointant vers la droite blanc, le revenu démarre la course, mais le taux d'épargne la gagne. La prochaine fois que vous aurez envie de montrer votre réussite par un achat ostentatoire, rappelez-vous, chaque euro dépensé pour impressionner les autres est un euro en moins pour bâtir votre liberté. La richesse ne dépend pas de ce que vous gagnez. Elle dépend de ce que vous gardez. Chapitre 12. Être raisonnable plutôt que rationnel. Le médecin qui a soigné la syphilis. Au début du XXe siècle, un médecin autrichien du nom de Julius Wagner-Jaureg a remporté le prix Nobel de médecine. Sa découverte? Il avait trouvé un traitement efficace contre la syphilis. Mais sa méthode était surprenante. Il injectait volontairement le paludisme à ses patients. Pourquoi? Parce que la forte fièvre causée par la malaria pouvait tuer la bactérie responsable de la syphilis. Cela fonctionnait. Beaucoup de patients guérissaient. Mais certains mouraient aussi du paludisme. Techniquement, c'était la solution rationnelle. Le calcul montrait que les chances de survie étaient plus grandes avec cette méthode qu'avec aucune. Mais humainement, l'idée de donner une maladie mortelle pour en guérir une autre paraissait insensée. Cet exemple illustre bien une réalité. Ce qui est rationnel sur le papier n'est pas toujours raisonnable dans la vie réelle. La différence entre rationnel et raisonnable. Rationnel, le choix mathématiquement optimal, calculé froidement, sans émotion. Raisonnable, le choix que vous pouvez supporter psychologiquement et émotionnellement, même si ce n'est pas le plus optimal sur le papier. En matière d'argent, il ne suffit pas de trouver la stratégie parfaite. Il faut trouver celle que vous êtes capable de suivre dans la vraie vie, avec vos peurs, vos doutes, vos émotions. Harry Markowitz et son portefeuille. Harry Markowitz, prix Nobel d'économie et père de la théorie moderne du portefeuille, avait inventé une formule complexe pour optimiser les investissements. Mais quand on lui a demandé comment lui-même investissait son argent, il a répondu « Je le répartis à parts égales entre actions et obligations. Parce que je ne veux pas avoir de regrets, quel que soit le scénario. » Ce n'était pas rationnel selon ses propres calculs. Mais c'était raisonnable pour lui. Cela lui permettait de dormir tranquille. Pourquoi le rationnel échoue souvent? La plupart des stratégies financières échouent non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce que les gens n'arrivent pas à s'y tenir quand les choses vont mal. Exemple, investir 5% en actions est rationnel sur le long terme, meilleur rendement. Mais c'est déraisonnable pour beaucoup, car lors d'une chute de 40%, ils paniquent et vendent. Index revers pointant vers la droite blanc, une stratégie moins optimale mais tenable sur la durée vaut mieux qu'une stratégie parfaite que vous abandonnez. L'argent et les émotions. Nous ne sommes pas des tableurs Excel.
Nous sommes des humains avec des peurs, perdre nos économies. Des désirs, profiter maintenant. Des pressions sociales, ne pas paraître radin. Vouloir être purement rationnel, c'est ignorer notre nature. Être raisonnable, c'est accepter notre humanité et bâtir une stratégie compatible avec elle. Exemple concret, rembourser ses dettes. Rationnellement, vous devriez d'abord rembourser la dette au plus haut taux d'intérêt. Mais beaucoup choisissent de rembourser les petites dettes en premier, pour ressentir une victoire rapide. Psychologiquement, c'est plus motivant. Et au final, c'est plus efficace car cela les aide à persévérer. Trouver son équilibre personnel. La clé est de créer une stratégie qui respecte à la fois 1. Les mathématiques, ne pas ignorer complètement la logique. 2. Vos émotions, vous permettre de dormir la nuit. Cela peut vouloir dire garder plus de liquidité que nécessaire. Investir de manière plus diversifiée que conseillée. Rembourser une dette peu coûteuse plus vite pour soulager son esprit. Ce n'est pas irrationnel. C'est raisonnable. Exercice pratique. Index revers pointant vers la droite blanc, notez vos objectifs financiers actuels. Puis, pour chacun, demandez-vous. Est-ce que je pourrais m'y tenir si le marché baissait de 30%? Est-ce que cette stratégie m'empêche de dormir la nuit? Est-ce que je la suivrai vraiment sur 10 ans, même dans les périodes difficiles? Si la réponse est non, ajustez. Rendez votre stratégie plus raisonnable, même si elle devient un peu moins optimale. La règle d'or. Index revers pointant vers la droite blanc, une stratégie parfaite mais intenable est inutile. Index revers pointant vers la droite blanc, une stratégie imparfaite mais durable vous rendra riche. Conclusion du chapitre. Ne cherchez pas à être un robot rationnel. Acceptez vos émotions, vos limites, vos doutes. Index revers pointant vers la droite blanc, la meilleure stratégie financière n'est pas celle qui maximise les gains sur le papier. Index revers pointant vers la droite blanc, c'est celle que vous pouvez réellement suivre pendant des décennies. Être raisonnable bat être rationnel, car au final, la richesse n'est pas un problème de calcul. C'est un problème de comportement. Chapitre 13. Pourquoi l'histoire ne vous sauvera pas? Beaucoup s'appuient sur le passé pour prédire l'avenir. La crise de 2008, la Grande Dépression, les bulles financières. Mais la réalité est que les événements les plus destructeurs sont toujours ceux que l'on n'a jamais vus venir. Un tremblement de terre ne ressemble jamais au précédent. Une crise mondiale ne copie jamais exactement la dernière. Ceux qui se fient uniquement aux données passées sont surpris quand la prochaine catastrophe arrive. Index revers pointant vers la droite blanc, la leçon. Ne comptez pas sur l'histoire comme plan de survie. Préparez-vous à l'inattendu. Construisez une marge de sécurité. Acceptez que des événements improbables se produisent et n'investissez jamais à pleine capacité. Chapitre 14. Le plan B. Toujours avoir une roue de secours. Les pilotes d'avion embarquent du carburant supplémentaire. Les voitures ont une roue de secours. Mais trop de gens vivent sans plan B financier. Ils misent tout sur leur emploi, leur entreprise ou leurs investissements. Si quelque chose déraille, tout s'écroule. Index revers pointant vers la droite blanc, la leçon. Constituez un fonds de survie couvrant au moins 6 mois de dépenses de base. Ce n'est pas excitant, mais c'est ce qui vous permettra de rester debout quand vos plans parfaits échoueront. Chapitre 15. Vous allez changer. À 18 ans, vous croyez vouloir travailler 80 heures par semaine pour gravir les échelons. À 40 ans, avec des enfants, ce rêve devient un cauchemar. Le problème. Beaucoup construisent des plans financiers figés sur 40 ans, en oubliant que leurs priorités vont évoluer. Index revers pointant vers la droite blanc, la leçon. Reconnaissez que vous changerez. Ne vous enfermez pas dans des plans rigides. Bâtissez une vie flexible, capable de s'adapter à vos nouvelles versions de vous-même. Chapitre 16. Chacun joue à un jeu différent. Sur les marchés, tout le monde achète et vend les mêmes actions. Mais les motivations sont différentes. Et le trader cherche un profit en 1 heure. Et le retraité vise 20 ans de sécurité. Et le fonds de pension pense en décennies. Index revers pointant vers la droite blanc, la leçon. Ne suivez pas les conseils de quelqu'un qui ne joue pas au même jeu que vous. Avant d'écouter un avis financier, demandez-vous, a-t-il le même horizon et les mêmes objectifs que moi? Chapitre 17. Le prix de la richesse. Les actions rapportent environ 10% par an sur le long terme. Mais le prix à payer,
C'est la volatilité, des baisses de 30%, des périodes d'angoisse, des années rouges. La plupart veulent les rendements sans les secousses. Mais c'est impossible. La volatilité est le ticket d'entrée du parc d'attractions. Index revers pointant vers la droite blanc la leçon. Acceptez les pertes temporaires comme un coût inévitable pour obtenir la richesse à long terme. Chapitre 18. 6 règles qui fonctionnent vraiment. Pas besoin de stratégies compliquées. Quelques règles simples suffisent. 1. Restez humble quand ça marche et indulgent quand ça rate. 2. Épargnez sans objectif précis. L'épargne donne des options. 3. Dormez tranquille. Une stratégie doit être tenable psychologiquement. 4. Allongez votre horizon temporel. Pensez en décennies. 5. Acceptez les échecs. Quelques succès compensent tout. 6. Utilisez l'argent pour contrôler votre temps, pas pour impressionner. Index revers pointant vers la droite blanc la leçon. La simplicité bat la sophistication. Chapitre 19. Les histoires que nous nous racontons. La crise de 2008 a détruit 16 000 milliards de richesses. Pourtant, les usines, les routes, les ordinateurs étaient toujours là. Ce qui avait changé? L'histoire que les gens se racontaient sur l'économie. Nous faisons la même chose à titre personnel. Votre perception, je suis nul avec l'argent ou je progresse chaque mois, façonne vos décisions plus que vos chiffres réels. Index revers pointant vers la droite blanc la leçon. Changez l'histoire dans votre tête. Votre narration devient votre réalité financière. Chapitre 20. Pourquoi les mauvaises nouvelles se vendent mieux? Les médias vivent du pessimisme. La récession arrive. Le marché va s'effondrer. Attire plus d'attention que tout va bien. Continuez. Notre cerveau est câblé pour réagir aux menaces. Mais cette avalanche de mauvaises nouvelles déforme notre perception. On finit par croire que le monde est plus dangereux qu'il ne l'est vraiment. Index revers pointant vers la droite blanc la leçon. Limitez votre consommation d'informations financières. Vérifiez vos investissements une fois par mois, pas tous les jours. Chapitre 21. L'argent comme outil d'indépendance. L'auteur conclut avec son propre exemple. Il et sa femme vivent bien en dessous de leurs moyens, ont acheté leur maison sans crédit et gardent 20% de liquidité. Ce n'est pas optimal financièrement, mais cela leur donne un immense sentiment de liberté. Index revers pointant vers la droite blanc la leçon. Le but ultime de l'argent n'est pas l'accumulation, mais l'indépendance. Pouvoir dire non, pouvoir choisir, pouvoir vivre selon ses propres règles. Conclusion générale. La finance n'est pas une science exacte. C'est une discipline humaine, basée sur nos comportements, nos peurs et nos désirs. Les 21 leçons peuvent se résumer ainsi. 1. La réussite dépend plus de vos habitudes que de votre intelligence. 2. La vraie richesse est invisible. 3. Le temps est votre meilleur allié. 4. Les échecs sont inévitables, mais quelques succès changent tout. 5. Vos choix sont logiques dans votre contexte. Ne laissez pas les autres les juger. 6. La cupidité est un poison. Apprenez à dire assez. 7. La chance joue un rôle énorme. Préparez-vous aussi à la malchance. 8. Gagner et conserver demandent 2 compétences différentes. 9. L'argent doit acheter votre temps, pas des choses. 10. La simplicité, la prudence et la flexibilité sont vos meilleures armes. Index revers pointant vers la droite blanc. La vraie richesse n'est pas d'avoir plus que les autres. Index revers pointant vers la droite blanc. La vraie richesse est de ne plus dépendre des autres. En fin de compte, vous n'avez pas besoin d'être un génie pour réussir avec l'argent. Vous avez seulement besoin de discipline, de patience et de bon sens. Et surtout, rappelez-vous, la richesse n'est pas ce que l'on voit. La richesse est ce qui vous reste après avoir dit non aux tentations.